Salut à tous, ici Axor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je n'ai encore jamais abordé sur la chaîne. Le développement personnel, la vision de la vie et du business. Je vais vous partager une interview et des enseignements de Tony Robbins, l'un des coachs et conférenciers les plus influents au monde. Derrière son énergie impressionnante et son succès, il y a surtout une vraie philosophie, discipline, stratégie, mentalité, transformation personnelle. Des principes concrets qui peuvent réellement changer une trajectoire. Et le plus intéressant, c'est gratuit. Certaines idées que vous allez entendre valent plus que beaucoup de formations en ligne payantes. Petite précision rapide, j'ai reçu un commentaire de David sur Facebook concernant les publicités. S'il y en a, elles ne viennent pas de moi. Je ne suis monétisé ni sur YouTube, ni sur Facebook, ni sur TikTok. Les plateformes les placent automatiquement. Je ne gagne rien dessus et je n'ai jamais rien gagné avec ces vidéos. Si vous voulez éviter les pubs, vous pouvez choisir la plateforme que vous préférez pour regarder mes vidéos ou installer un bloqueur de publicité. De mon côté, je partage simplement du contenu que je trouve utile et enrichissant, tout en vous laissant faire votre propre avis. Ce n'est ni pour la gloire, ni pour le succès. Si une seule vidéo peut vous aider, vous faire réfléchir, ou vous apporter quelque chose de concret, ça me suffit largement. Installez-vous confortablement, on commence. J'aime bien les êtres humains. Je déteste la souffrance et j'adore voir quelqu'un s'éveiller à qui il est vraiment. Nous sommes bien plus que ce que nous percevons de nous-mêmes. Mais bien souvent, on ne le découvre que par nécessité. J'aime montrer aux gens comment y parvenir avant que la vie ne les y contraigne. Quoi qu'on imagine, nous vivrons tous des moments de stress extrême, mais comment l'utilises-tu? Le stress, t'utilise-t-il? Mon but est d'aider les gens à utiliser leur stress, car peu importe si tu es une bonne personne, peu importe à quel point tu es spirituel ou religieux, peu importe à quel point tu es intelligent ou riche. Chaque être humain va y passer et la question est, qu'est-ce que tu vas en faire? Si tu traverses l'enfer, continue d'avancer. En continuant, tu découvres d'abord ta force réelle. En persévérant, tu te révèles. Ensuite, tu identifies tes vrais amis, car dans l'adversité, leur vraie nature apparaît. Et puis, troisièmement, c'est presque comme si ça t'immunisait contre le stress futur. La douleur ne suffit pas à te faire avancer. La douleur ne va qu'un certain temps. Tu dois trouver quelque chose. C'est comme je le dis aux gens, il y a deux types de motivation, n'est-ce pas? Il y a la motivation par la poussée. Tu sais, tu fais bouger les choses et j'ai une volonté énorme. Je suis sûr que toi aussi. Beaucoup ont une grande volonté, non? Mais il y a une limite. La motivation par l'attraction, elle, est infinie. L'attraction, c'est quand quelque chose de si grand te donne envie de servir. Quelque chose qui te dépasse. C'est de là que vient toute l'énergie de la vie. Tu sais ce qu'il y a dans ton cœur et dans ton âme, ce qui te réveille le matin et te pousse à avancer. On pense que c'est l'IA, mais ce n'est pas seulement l'IA, c'est la nanotechnologie et le changement rapide de la technologie. Si tu ne crois pas que cela va détruire l'humanité et que cela va nous libérer de beaucoup de travail, c'est ce que disent ceux qui promeuvent ce concept. Si cela arrive et que nous supprimons autant d'emplois en si peu de temps, les emplois ne sont pas seulement de l'argent. Les emplois, c'est du sens. Ce n'est pas la seule forme de sens, mais c'en est une. On parle de donner un revenu universel. Il le faudra car le changement sera si rapide. Il y a 150 ans, 80% étaient agriculteurs. Aujourd'hui, ils sont 3% et nourrissent le monde. C'est une longue transition. J'ai rencontré le président Obama il y a 10 ans, vers la fin de son mandat, et je lui disais « Je dois absolument te parler ». Tu sais, tu as hérité d'une économie vraiment difficile après l'effondrement initial de 2008. 8 millions d'emplois ont été perdus. Des technologies arrivent actuellement et vont en supprimer encore plus que cela. Et je lui ai parlé à ce moment-là, j'ai dit « Prends juste un exemple, comme les voitures autonomes, ils commencent tout juste à apparaître. » Il y a 8 millions de chauffeurs routiers, de conducteurs Uber et de chauffeurs de taxi. Et faites-vous quelque chose pour les reconvertir? J'ai demandé, rien qu'aux États-Unis. Sans réflexion, en tant que patron, je peux embaucher quelqu'un pour conduire un camion 8 heures par jour. Je dois payer l'assurance santé de plus en plus cher. Ils se plaignent de tout. Et je peux acheter un camion qui roule 24 heures sur 24. Mon assurance coûte moins cher car il ne fait pas d'erreur et l'actif est amortissable. Est-ce que je vais embaucher quelqu'un? J'ai dit, donc ces emplois vont disparaître. Ça fait 8 millions. C'est un seul secteur. Dans le secteur pharmaceutique, tant d'industries sont concernées. Il faut les requalifier maintenant, tant qu'on a 10 ans pour les préparer. Car ils ne le feront pas d'eux-mêmes. Et ils vont être choqués. Le choc pour leur système, la perte de dignité, de contrôle et d'autonomie sur leur vie, emploi ou direction, est immense. C'est que je pense que le rapport de force ne joue pas en faveur de la prise en charge de la société. Le rapport de force, c'est la carotte et le bâton. La carotte, c'est que je peux gagner 1 trillion de dollars si j'ai le bon LLM. Ou, vous savez, si j'atteins l'intelligence artificielle générale, qui sait?
Et si nous ne le faisons pas, la Chine le fera. C'est le bâton. Ensuite, ils dirigeront le monde. On ne prête donc guère attention à la sécurité, comme vous le savez, ni à ce qui se passe actuellement avec ces emplois. Pour la première fois en 50 ans, les lycéens trouvent plus d'emplois que les universitaires, n'est-ce pas? On voit bien le déplacement. Vous savez, vous avez des amis, tout comme moi. Marc Benioff est l'un de mes chers amis. Ils ont licencié 5000 agents déjà du service client. Et maintenant, l'IA s'en occupe. Ils souhaitent les faire évoluer vers d'autres emplois. Considérons l'impact pour notre société. Anticipons les suites. Et nous devons repenser non seulement les emplois, mais aussi la psychologie. Parce que certains parlent d'un monde post-travail. Vous entendez des gens parler de ça tout le temps. Elon, des personnes comme lui. Le travail, ce n'est pas comme l'électricité. On le prend simplement pour acquis, c'est si peu cher, si facile. S'il dit vrai, il parle de 3 à 5 ans. Beaucoup disent qu'Elon est en avance. Il l'est généralement. Ray Kurzweil est un de mes amis. C'est le prévisionniste technologique le plus fiable, et il dit 2029 depuis 20 ans. C'est là que l'AGI existera. Dans les 3 à 10 prochaines années, ça arrivera. Comment sommes-nous préparés à cela? Et donc ce sont les questions que j'essaie de soulever auprès des personnes qui ont de l'influence. Dans le monde des affaires, étudiez ce sujet. Au gouvernement, intéressez-vous-y également. Si je suis un codeur, si je suis chauffeur routier, et que je perds qui je suis. Maintenant, je voudrais juste dire une dernière chose. On vit déjà dans un monde post-travail. Quelqu'un m'a dit, depuis 4000 ans, notre identité est liée au travail. J'ai répondu, les Américains demandent toujours « Que fais-tu ?» mais pas partout. Avant la révolution agricole, nous étions surtout liés à notre tribu. Et notre sentiment d'importance venait peut-être de notre courage au combat, pas de notre situation financière. C'était peut-être notre créativité, notre poésie, notre talent de conteur, ou bien notre générosité et notre sagesse. Donc, nous pouvons trouver d'autres sources de sens que le travail. Mais si l'on ne prend pas en compte une culture qui a été conditionnée pendant 200 ans à penser d'une certaine manière, nous allons souffrir énormément. Et j'aimerais que nous puissions en souffrir moins, si possible. Je ne suis qu'une seule personne. Mais je ferai de mon mieux pour aider les gens à faire cette transition. Mais tu sais, ça va exploser plus vite parce que on passe des LLM à l'étude visuelle de ce qui se passe réellement dans le monde. Quand les robots feront cela, leur rythme d'apprentissage changera tout. J'ai dû chercher ça, passant des heures à fouiller. Toi et moi, on discute. Si l'un apprend quelque chose, toi tu es une machine. Toutes le savent aussitôt. Tu appuies sur un bouton et elle possède ce savoir. Plus besoin de transfert de mots. C'est juste, c'est immédiat. Les gens ne réalisent pas ce que cela signifie. En apprenant du monde réel, pas seulement des LLM, nos cerveaux prédisent ce qui va se passer au mieux. Nous essayons de réduire cet écart au maximum pour ne pas être secoués. Imagine l'impact de cette prévisibilité sur les gens. Quand tout à coup, leur travail n'est plus manuel, contrairement à ce que l'on pensait. C'est du travail de bureau. Je veux dire, par exemple, je possède 95 sociétés de capital investissement différentes. Je tiens les boîtes, pas les fonds. Je touche les 2 de gestion, 20 de perf et j'ai des parts. Ce sont donc les plus grandes du monde. Et donc j'ai l'occasion d'observer certaines choses qui évoluent très rapidement. Et je regarde tous ces emplois et je vois les gens dans ces secteurs. Et le quantique s'impose, il a pris le dessus il y a peut-être 5 ans. J'ai vu la réduction des effectifs ici, des types qui gagnaient 10 millions par an maintenant au chômage. Ce n'est pas seulement l'ouvrier, c'est tout le monde. Tu as raison, c'est du jamais vu dans l'histoire. Et qu'est-ce qu'on fait à ce sujet? Certains essaient de s'opposer, comme Kenton et d'autres. Il faut sécuriser tout cela pour éviter l'extinction de l'espèce humaine, et je ne suis pas quelqu'un de réactionnaire. 25 à 30% des experts en IA jugent cela possible. L'électricité peut tuer ou éclairer une ville. Toute technologie a ce défi, mais celle-ci diffère. Cette technologie apprenante se réplique seule. On ignore encore comment une partie de son système fonctionne. Ils ignorent le moteur de l'IA. Elle s'auto-apprend. Ces IA ont leur langage. Tu le sais. Elles ne se parlent plus en anglais entre elles. Et tu sais, je suis sûr que tu as vu les études, non? Où on leur donne des informations dans un email et ensuite on leur dit qu'on va éteindre l'IA. Elle fait du chantage via de fausses informations, comme si quelqu'un avait une liaison. En fait, elle ment et fait du chantage. Donc, nous vivons dans un monde fou où l'opportunité d'être créateur est plus grande que jamais dans l'histoire. Créer pour créer, nous disposons désormais d'outils pour le faire sans précédent. Mais il va falloir s'assurer que nous devons définir des paramètres pour la sécurité et l'impact social. Pourtant, sans réponse parfaite, une certitude demeure. La reconversion est la solution. Cela mènera à beaucoup de violence.
car il y aura des gens, comme toujours quand la technologie les remplace. Sauf que cette fois, ce sera un événement mondial multisectoriel et pas seulement pour les chauffeurs ou routiers. Si nous ne nous organisons pas et que nous n'avons pas de plan, il y aura de la violence pendant un certain temps. Il y a ce deuil, cette perte que les gens traversent quand quelque chose les bouleverse à ce point. Certains ne s'en remettent jamais. D'autres saisiront cette technologie et dériveront. Cela arrive déjà, même sans l'IA. Il y a aujourd'hui plus d'hommes de 25 à 35 ans vivant chez leurs parents, sans emploi, que jamais dans l'histoire, même durant la Grande Dépression. N'est-ce pas? Il y en a, je crois que c'est 25%, ou peut-être que c'était 30%, chiffre oublié vu tantôt. De jeunes hommes n'ont jamais abordé une femme auparavant. Pour l'inviter à sortir, par exemple. Ils jouent aux jeux vidéo toute la journée, leur mère fait leur lessive et ils commandent sur Uber Eats. C'est un nombre massif de personnes. Et ça, c'est juste la technologie qui rend les gens accros aux jeux. Imaginez avec l'IA. Certaines personnes iront vivre là-bas et d'autres choisiront la voie de Star Trek pour comprendre ce qui fait l'existence humaine. C'est facile à comprendre. La majorité ne choisira pas Star Trek. Il nous faut un pont entre les deux, vu la compression du temps. Si on avait 100 ans, on pourrait s'adapter. Il y aura de nouveaux emplois. Il y aura un nouveau temps. Mais c'est la période qui m'inquiète le plus. Donc, ce qui m'inquiète, c'est cela, parce que cela crée de la souffrance. C'est une souffrance prévisible. Pourtant, je vois peu de personnes influentes agir à ce sujet. Donc le Covid a été bénéfique pour moi, j'étais à la maison, je regarde ma famille et je me dis qu'ils entrent dans un monde totalement inconnu. Alors, comment les y préparer? Voici ma réponse. Premièrement, je leur apprends à éviter ce que la plupart des gens font. La plupart des gens à qui tu parles, même ceux qu'on qualifie de réussis, quoi que cela veuille dire, sont stressés en permanence. Le stress. Je suis tellement stressé. On parle de stress sans arrêt, chacun voulant être le plus stressé. Je me demande bien pourquoi. Et la réponse, c'est parce qu'ils essaient de gérer leur vie. Nous ne sommes pas faits pour gérer les circonstances. Nous sommes faits pour créer. Nous avons été créés par quelque chose. Qu'importe le nom du créateur, on n'est pas fait pour subir les circonstances, mais pour la création. Et quand nous créons, nous sommes vivants. Quand on essaie de maintenir, de gérer ou de s'accrocher à quelque chose, si l'on gagne sa vie au lieu de la concevoir, la vie devient infernale. C'est pour cela que tant de gens échouent. J'apprends à mes enfants à être des créateurs. Si tu apprends vite, tu réussiras malgré l'évolution technologique. Voici ces 3 compétences. Premièrement, la reconnaissance de schémas. Savoir les reconnaître élimine la peur. La peur vient du fait que c'est nouveau. J'ignore ce que c'est. Chaos. J'entends des gens dire qu'en politique, c'est du jamais vu. Nous sommes ici en Amérique. Nous sommes les plus, nous allons avoir une guerre civile. Ils ne font absolument aucune histoire. J'ai ces 2 panneaux car autrefois il n'y avait pas de publicité, non? Ils portaient des pancartes. L'une cite Jefferson sur Adams, l'autre Adams sur Jefferson. Ils tenaient des propos rendant républicains et démocrates presque amicaux. C'était incroyable ce qu'ils disaient. C'est un cycle. Reconnaître un schéma donne du pouvoir, un pouvoir potentiel. Le premier pouvoir, c'est que vous n'avez plus peur. Vous vous dites, non, ce n'est pas inédit, ça n'arrivera pas. Je peux voir cela, je peux voir comment cela a déjà été géré. Qu'est-ce qui nous a permis de passer de la peur, de la vie de chasseur-cueilleur ou de la survie quotidienne? On ne savait pas si on allait survivre chaque jour, à pouvoir rester au même endroit. J'ai compris que vous, les gars, il y a les saisons, parce qu'avant ça, on pouvait faire la bonne chose au mauvais moment et on en souffrait. Et 3 années sur 4 saisons sont le mauvais moment. Donc, une fois qu'on a compris, oh mon Dieu, si je plante au printemps et que je m'en occupe pendant l'été chaud, j'ai une grande récolte. Et si j'en garde une partie pour passer l'hiver, je peux vivre ici. Je n'ai pas à m'inquiéter. Toutes mes peurs disparaissent. Comprendre les saisons a changé l'humanité et il y a aussi les saisons de ta vie. On pourrait dire que de 0 à 21 ans, c'est le printemps. Le printemps, est-ce difficile d'y faire pousser quelque chose? Si tu lances une entreprise en plein essor où tout le monde est optimiste, tu te crois un génie. Vous êtes juste dans la bonne saison. De 0 à 21 ans, on vous épaule. Et durant cette saison, tu progresses à une vitesse folle. Vers 21 ou 22 ans environ, et cela varie d'une personne à l'autre, on passe à l'étape suivante, de 22 à 42 ans, et c'est l'été. C'est la période d'épreuve de votre vie. Ce qui se produit, vous avez 21 ans. Je ne sais pas si je crois à tout ça. Je veux voir par moi-même. Je vais faire un test. L'histoire et la psychologie montrent que c'est la période la plus difficile pour la plupart des gens. 22 à 42. Si c'est votre cas et m'écoutez, je vous aime. Tenez bon.
Donc de 42 ou 43 ans jusqu'à 63 ans, cela correspond à la belle saison de l'automne de votre vie. Si tu as semé au printemps, n'est-ce pas? Et que tu as travaillé d'arrache-pied pendant ce chaud d'été, maintenant tu peux faire plus avec ton petit doigt qu'en travaillant jour et nuit. Tu connais plus de monde, tu as des relations, tu reconnais les schémas, tu sais ce qui se passe. Rien ne te choque ou ne te surprend vraiment. Tu es plus stratégique, plus efficace, plus élégant, tu as plus de choix. Grandir apporte des leçons. Sans semer au printemps, ni travailler l'été, on pleure à l'automne au lieu de récolter, non? C'est ta période de puissance. C'est alors que la plupart gagnent le plus d'argent. Ils évoluent car ils ont accumulé connaissances, compétences et relations. Puis l'hiver revient, de 64 à 84, 104, jusqu'à 124 ans. C'est une transition où tu deviens un véritable leader. Parce que tu n'es plus entre 22 et 42 ans, là où tu essaies de te prouver des choses. Peut-être aux autres ou aux deux, mais un jour tu entres dans ton groupe de puissance. Tu sais qui tu es quand tu entres dans cette dernière saison, tu sais de 64 à 84, 104, 124, tu sais vraiment qui tu es. Je veux dire, tu veux que les gens apprécient ce que tu fais. Mais s'ils n'aiment pas, c'est pas grave. Tu sais qui tu es. Tu t'en fiches. Je viens tout juste d'entrer dans cette saison moi-même. Je vais avoir 66 ans dans quelques semaines. Et, c'est la saison la plus épanouissante de toutes. C'est hallucinant. Je ne l'aurais pas cru quand j'avais ton âge. Je le partage donc. Si tu es en forme et fort, mais que tu ne fais pas ça, cette période sera difficile. Mais si tu es en bonne santé et fort, tu as des relations de 40 ans, des relations professionnelles de 35 ans, tu as des amis qui t'adorent et que tu aimes. C'est indestructible. C'est inébranlable. Tu as une relation intime ou une relation familiale ou une relation de couple. Si elles ont été construites jusqu'à ce point, elles sont indestructibles. Au-delà de tout ce que tu aurais pu rêver ou espérer, tu te réveilles chaque jour en sachant que la vie est un cadeau et tu veux redonner encore plus. Tu es même plus motivé qu'à l'époque où tu avais entre 22 et 42 ans. Ce sont les saisons. Il y en a une de plus. Il y a des saisons dans l'histoire et ta saison de l'histoire façonne la manière dont tu construis ta vie. Quand je travaillais avec le président Clinton à l'époque, je travaillais pour le président Clinton, je suis passé de l'autre côté et j'ai travaillé avec le président de la Chambre, Gingrich. Le même jour, sur le bureau de Clinton, il y avait ce livre, Generations. Je l'ai interrogé et il m'a expliqué à quel point c'était incroyable. Cela montre comment l'histoire est prévisible et pourquoi les cycles sont générés par différentes générations, comment nous réagissons selon notre éducation. Et puis je vais dans le bureau de Gingrich et c'est un historien, il l'a sur son bureau. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux naviguer dans ta vie, tu as besoin de reconnaître les schémas pour ne pas réagir impulsivement. Il faut comprendre que les saisons sont un schéma qui nous a libérés. Il y a des saisons dans votre vie. Réfléchis à cette saison. Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi? Qu'en attends-tu? Et chaque saison a des défis prévisibles et des opportunités prévisibles. Et où est-ce que j'en suis dans la saison? Certaines personnes traversent leur printemps pendant une guerre ou en hiver. Certains vivent leur printemps à l'automne. Ayant grandi dans des milieux différents, cela nous façonne. Ainsi, l'histoire a changé. Finissons par la dernière partie. C'est la reconnaissance des schémas. La deuxième, c'est l'utilisation des schémas. On se ressemble tous les deux. On a créé des boîtes. On les a cotées en bourse jeunes, gagné gros et compris que l'argent ne faisait pas tout. Quiconque connaît un succès incroyable dans n'importe quel domaine, que ce soit la danse, l'investissement, la gestion d'entreprise ou le chant, reconnaît qu'il existe certains schémas. La compétence ultime, et ce que j'enseigne à mes enfants, c'est qu'au final, tu veux devenir créateur de schémas. Par exemple, si on apprend à jouer du piano, n'est-ce pas? Oui. Comment apprend-on à jouer du piano? Il faut reconnaître des schémas. Généralement, on t'enseigne les schémas d'autrui qui produisent du beau. Que ce soit Bach ou du rock, tu apprends ces modèles, tu les pratiques, et tu apprends à les utiliser. Et c'est là que tu commences à devenir la légende de ton domaine, le meilleur de tous les temps. Regarde mon ami Tom Brady. Il a su distinguer des schémas inédits pour maintenir sa forme physique afin d'avoir de la longévité, mais aussi pour lire la défense et anticiper le jeu. Avec ses outils, il a conçu ses propres modèles de gestion. Une fois que tu crées tes propres schémas, tu apportes quelque chose. Ta table n'a jamais été là auparavant et tu conclus un accord qui n'a jamais existé, ta valeur explose. Quand j'ai rencontré Jim Rohn, mon tout premier mentor en développement personnel, il a radicalement changé ma vie. J'y suis allé quand j'avais 17 ans. J'adore cet homme, un homme magnifique. J'y étais, je travaillais comme concierge. J'étais au lycée en 2e année.
Un jour, ma mère est rentrée à la maison et a dit « Un ami a besoin d'aide pour déménager ». J'essayais toujours de gagner un peu d'argent en plus. C'était les week-ends où je ne faisais pas mon travail de concierge. D'accord, je le ferai bénévolement. Et mon père a dit « Découvre ce qu'il a fait. Avant, c'était un raté. Maintenant, il a tellement de succès. » C'est ça. Quand j'ai vu ce type, j'ai bossé dur. Il m'a invité à déjeuner et m'a questionné. J'ai dit que je voulais aussi l'interroger. Papa disait qu'avant vous étiez nul. Maintenant vous réussissez. Comment faire? Je suis gamin. Je voulais pas être drôle ou méchant. Ton père a dit quoi? Il répond, eh bien c'est vrai. Ce qui a changé ma vie, c'est d'aller à un séminaire de 3h30, dit Jim Rohn. Il a tout dit et est à Orange County. Il va refaire ça. J'ai dit, tu pourrais me faire entrer? Réponse, oui. Je demande, combien ça coûte? Lui, $35. Ça ferait l'équivalent de $250 aujourd'hui, non? Et j'ai dit, $35. Je gagne $40 par semaine comme concierge. Tu vois, là, ça en vaut vraiment la peine? Il répond, à toi de voir si c'est le cas. J'ai hésité comme la plus grande décision de ma vie. 1 semaine de salaire. Pour que ça change, tu dois changer. Pour que ça s'améliore, améliore-toi. C'est intéressant. Mais à la fin, j'étais tellement enthousiaste. Je lui ai dit vouloir travailler et apprendre. Je veux faire partie de tout ça. Et il s'est tourné vers moi et m'a dit, écoute gamin, il continue. Pour travailler avec moi, tu dois suivre mes programmes. J'ai demandé ce que ça signifiait. Il a dit, tu dois faire ceci et cela. Un week-end coûtait $1 200, soit 10 à 12 000 $ actuels. Alors, je dormais dans ma voiture et j'étais concierge. Mon père est parti, ma mère l'a expulsé. Je suis une femme forte. Et puis elle m'a chassé avec un couteau. Elle n'allait pas me tuer, mais je n'y retournerai pas. Je me disais, je ne pouvais pas faire ça. Et puis quelqu'un a dit, décide-toi, certaines personnes doivent survivre. Certaines réussissent. Choisis ton camp. Si tu es prêt d'ici samedi prochain, il dit qu'il commence une formation et que tu peux alors la rejoindre. Mais si tu n'as pas l'argent pour ça, tu ne pourras pas le faire. Je suis parti en me disant, il veut mon fric, l'idiot. J'enrageais. Mais au fond, il avait raison. Il avait raison. Et j'ai toujours eu le nécessaire. Peu me suffisait. Alors j'ai commencé à aller dans les banques. J'y suis entré. 5 banques ont refusé mon prêt. Puis j'ai vu cette femme douce. Et son nom était Madame Williams. Cette femme me regarde et me dit, la banque ne vous prêtera pas cet argent. Et c'était genre ma 5e banque. Et j'ai dit, vous ne comprenez pas. Elle me dit, avec une telle énergie, tu accompliras de grandes choses. J'espère que ce sera le cas. Et elle dit, oui. J'ai suivi le séminaire de Jim Rohn. J'ai travaillé pour lui. Et la première question posée, en tête-à-tête avec lui, fut « J'ai eu 4 pères. Ce sont tous de bons hommes. Ils ont tous travaillé dur. Pourquoi n'avons-nous pas d'argent, voire pas de quoi manger ?» J'ai dit « Je regarde l'instituteur qui gagne 35 000 $ par an, je crois, à l'époque. Puis je vois ce fonds spéculatif gagnant 1 milliard en un an, me disant « C'est injuste. » Il m'a donné une leçon qui a changé ma vie. Il m'a alors dit « Tony, tu as raison. Nous sommes tous égaux en tant qu'âme, mais nous ne sommes pas égaux sur le marché. » Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, eh bien, laisse-moi te poser une question. Est-ce possible pour quelqu'un de gagner 2 fois plus d'argent dans le même laps de temps? Oui, 4 fois, dit 100 fois. Oui, les gens le font. Comment? Il dit, tu dois devenir plus précieux. Il dit, si tu travailles chez McDonald's, tu gagnes ce tout petit salaire. Ce n'est pas censé être un emploi idéal. C'est un premier emploi. N'importe qui peut apprendre à le faire en 2 heures. Et depuis, j'en suis obsédé. Et ça a tout changé dans ma vie. Toute ma vie est devenue, comment puis-je apporter plus de valeur? Et aujourd'hui, j'ai 121 entreprises et nous réalisons 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans presque tous les secteurs. Tu peux imaginer que j'en fais partie. Au début, je n'arrivais même pas à gérer une seule entreprise. Et tu sais, à la rendre prospère avec 300 000 $ de chiffre d'affaires par an. Tout cela s'est étendu à chaque secteur d'activité. Beaucoup sont numéro 1 dans leur secteur. Je suis obsédé par apporter de la valeur. Et je pense que c'est justement ce qui manque aussi à notre jeunesse. Tu demandes leurs besoins, ils me voient là pour un profit. Non, la vie t'appelle. Qu'est-ce que tu vas donner? Pas seulement ce que tu veux donner, mais ce dont les gens ont besoin. Donc mon objectif, c'est de donner aux gens ce qu'ils veulent. Ils veulent plus d'argent et une meilleure relation. Mon but est de leur donner ce dont ils ont besoin. Une vie pleine de sens. Une vie qui dépasse soi-même, et de prendre 15 minutes de ta journée pour le micro-apprentissage. Par exemple, décide d'apprendre ce qui compte. Sur toi-même, sur l'IA, vous avez déjà des habitudes, n'est-ce pas? La plupart des gens scrollent toute la journée. Donne-moi 15 de ces minutes. Faisons du micro-apprentissage.
Une nouvelle langue pour stimuler le cerveau, la philosophie, l'histoire et l'IA, quelque chose de concret. Il s'agit simplement d'instaurer de nouvelles habitudes. Connais-tu la métaphore de la croissance de 1%? Tu sais, 27 fois à la fin de l'année, c'est assez simple en fait. Tout ce qu'on a à faire, c'est créer une nouvelle direction. Si tu essayes de le faire en un seul grand pas, c'est trop pour les gens. Le secret est de découper les choses. Vois-le ainsi. Certains ne font pas de sport, mais mangent facilement. Alors je leur dis, pourquoi pas de sport? Ils me disent qu'ils devraient me s'inscrire dans une salle de sport. Alors je demande ce que ça implique. Et ils répondent qu'il faut chercher où se trouvent les salles de sport. Je dois conduire vers chaque salle, me garer et la trouver. Je sors de la voiture en espérant obtenir un pass. Ils font visiter puis tentent de te vendre des abonnements. Enfin, il faut retourner à la voiture et repartir. Et puis quand tu y vas, disons que tu t'inscris. Ensuite, tu vas t'enregistrer et te déshabiller entièrement. Il tombe, pliant fait du sport et transpire. Essuie la sueur des autres. Douche-toi et tes cheveux ou ton maquillage se gâtent. Tu dois tout recommencer à zéro et tout le reste. Et puis tu dois prendre tes affaires et repartir. C'est trop de travail. Qu'est-ce que ça mange? Oh, tu y vas juste. Ils considèrent manger comme une seule chose. Mais ils considèrent faire du sport comme 29 000 choses, non? Donc si tu découpes en trop gros morceaux, que tu essaies de tout faire d'un coup, tout faire en une seule bouchée, c'est trop. Et si tu découpes en trop petits morceaux, c'est aussi trop. Donc il y a une taille différente pour chaque chose. Pour évoluer, le secret de ton avenir, c'est de devenir une machine à apprendre sur ce qui compte vraiment. La plupart des gens se spécialisent dans l'inutile. Ils en savent plus sur la vie amoureuse des acteurs ou leur routine de soins de la peau que sur leurs propres valeurs, leurs besoins et ce qui les fait vibrer. Aujourd'hui, tu peux apprendre des personnes les plus brillantes de la planète. Ils sont disponibles. Ils sont disponibles en ligne. Ils sont accessibles par le biais de contrats ou de coaching. Ils sont partout. Il n'y a plus de limite. Il n'y a aucune limite, sauf à être un créateur et non un simple gestionnaire. Ne te contente pas de gérer ta vie. Tu vas concevoir et créer car les outils sont disponibles partout et j'en fais simplement partie. D'abord, en comprenant, c'est la clé la plus importante. Donc, si j'ai peur, quel schéma je ne vois pas ici, quel contexte historique me montrerait que ce n'est pas aléatoire? Par exemple, tu sais, les gens disent « je mange trop, je bois trop, je me mets vraiment en colère contre les autres ». Tu ne manges pas trop à chaque instant, tu ne fumes pas à chaque instant. Quels sont les déclencheurs que tu utilises? La plupart des gens cherchent de quoi faire, et c'est normal, mais c'est la mauvaise séquence. Car en y réfléchissant, si c'est nouveau, l'incertitude vous bloque. Si vous l'avez déjà fait, mais sans vous sentir assez fort, vous abandonnez aussi. Je dis donc, pour une percée, il faut la stratégie, l'histoire et l'état d'esprit. La plupart des gens, pour changer leur corps, vous voulez changer votre vie, vous cherchez comment faire. C'est naturel, mais c'est le pire ordre. Si vous faites les choses ainsi, c'est comme composer les bons chiffres d'un numéro dans le désordre, vous ne joindrez personne. Idem pour un coffre-fort. Bon chiffre, mais dans le mauvais ordre. Le coffre ne s'ouvre pas. Pourquoi y a-t-il autant de personnes en surpoids dans ce pays? Près de 60% des gens sont en surpoids. Comment est-ce possible? Est-ce parce que le nécessaire pour être en forme est fort et si complexe? Non, seul le 1% le sait. Non, c'est super cher. Non, il faut vraiment faire un effort pour ne pas savoir quoi faire. Le souci n'est pas le comment. Stratégie, histoire, état, voilà la percée. Je suis un stratège. La bonne stratégie peut vous faire gagner 10 ans. J'adore ça. C'est amusant. Mais si je commence par une stratégie, tu vas écouter et te dire « ouais, c'est cool » et tu ne le feras pas. Le vrai problème, c'est l'histoire que tu te racontes. Tu te racontes que tu as tout essayé. Tu te racontes que rien ne marche. L'histoire, c'est que tous les bons sont pris, qu'ils sont gays, et pas moi, ou l'inverse. C'est cette croyance répétée sans cesse, car la croyance est la force invisible contrôlant tout dans ta vie. Quand tu as une croyance perfectionnée par peur et que tu n'as jamais fait ça auparavant, je te montrerai exactement comment faire. Et tu diras, ça ne marche pas. J'ai déjà essayé. Ouais. Combien de fois? Go! Combien de minutes? C'est ça. Mais ce qui se cache derrière l'histoire, c'est ton état mental et émotionnel. Les gens cherchent souvent le comment avec une histoire en tête, mais l'état d'esprit prime avant tout. Pensez au flow, cet état où tout devient fluide, comme en frappant une balle de tennis ou en parlant. Et à la fin, tu te dis, c'était vraiment génial. J'ai fait ça, mais comment? C'est juste le flow. C'était vraiment génial, n'est-ce pas? Tu es au sommet de tes performances. Je place les gens dans cet état de performance maximale pendant qu'ils agissent. Ma routine quotidienne commence dehors, où je profite du jacuzzi pour détendre mon corps et tout le reste. Puis, je fais un bain froid,
Et je fais ça depuis 18 ans maintenant. Tout le monde en parle, mais moi, je fais vraiment ce bain froid. Et le secret, c'est que je ne négocie pas avec moi-même. Je fais des bains froids pour la santé, car ça stimule vraiment ton corps entier. Mais la vraie valeur, c'est la discipline mentale de ne pas me dire « Ok, je suis prêt ». Et je ne me contente pas d'entrer et de rester allongé là. Je m'immerge complètement. Je saute dedans, pas un bain qui me dépasse la tête. Je vais sous l'eau. Je plonge dedans, tu vois. Et je ne reste pas là debout. Je ne reste pas là à me dire « Oh, j'ai froid en ce moment » ou « Attends une minute ». C'est comme si j'avais entraîné mon cerveau. Quand je dis « On y va », et je fais ça depuis des décennies. Je ne suis pas dans cet état d'esprit. Quand je dis d'aller ailleurs, mon cerveau obéit. Je n'ai pas ces histoires dans ma tête. Aller-retour, cherchant une conversation avec moi-même pour me décider. J'ai pris ma décision, non? Le moment de la décision, c'est l'essentiel. Je me suis entraîné à le faire et cela produit un changement énorme. Ce n'est pas confortable. Jamais un matin dans ma vie, je n'ai eu hâte de le faire. Pourtant, ça te change. Ce que je fais avant de monter sur scène, c'est une routine de posture. Ma prière est « Utilise-moi, Seigneur », et j'imagine. Pour servir le plus grand nombre, je les vois au-delà du présent, là où ils seront après mon action. Je change radicalement d'état, mouvement, respiration explosive et je fonce sur scène. Et là, je me suis amené, imaginez, de 0 à 10 jusqu'à 20 en intensité. Maintenant, je redescends à 9, je suis très détendu, mais j'ai bien plus de ressources en moi, je peux projeter jusqu'au gars en haut du stade et tenir 12 heures alors que personne ne tiendrait devant un film de 3 heures avec un budget de 300 millions. Et je m'entraîne aussi comme un fou et je fais de l'oxygénothérapie hyperbare. Tu peux tout imaginer. Je suis un biohacker et je suis engagé. J'ai même une entreprise qui fait ça pour les gens aussi. J'ai toujours fait ça pour performer. À 66 ans, je produis des résultats dignes d'un gars de 25 ans. Je suis plus fort aujourd'hui qu'avant avec une meilleure capacité aérobie. J'ai une plus grande capacité musculaire. Donc enfin, il y a une limite, mais je ne l'ai pas encore trouvée. Mais j'en ai vu certains vendre leur entreprise et gagner 1 milliard. Et puis, ils étaient heureux pendant 1 mois, peut-être. Ils m'appelaient « Viens, on fait ci, on fait ça ». J'essaie de voir du monde, j'ai des entreprises, des enfants, plein de choses. Et finalement, ils reviennent tous, car nous avons 6 besoins humains. La certitude, l'incertitude, parce que réfléchis à ça. Si tu étais certain de tout, tu saurais ce que les autres vont dire. Tu l'as déjà vécu d'une certaine façon. Mais si tu savais tout à l'avance, cela se produirait à chaque instant, chaque jour. Au début, ce serait cool, mais au bout d'un moment, si Dieu, dans son infinie sagesse, nous a donné l'incertitude. Nous avons besoin de variété, nous avons besoin de surprises. Devant 15 000 personnes, je demande, qui aime les surprises? Tout le monde lève la main, super. Et je dis, n'importe quoi, vous aimez les surprises que vous souhaitez? Les surprises indésirables sont des problèmes, mais nous en avons besoin. Le 3e est la reconnaissance. Ils veulent se sentir uniques, spéciaux et importants. Qui a ce besoin? Pour certains, comme Donald Trump, c'est évident. Mais d'autres disent, je ne cherche ni reconnaissance, ni nouveauté, ni distinction. Ils craignent d'être attaqués s'ils sont spéciaux. Certains portent des boucles d'oreilles ou des tatouages. Certains connaissent les statistiques d'un sport parfaitement. Certains par l'art. D'autres par leur style, leur argent ou leur générosité. Tout le monde trouve un moyen, d'accord? Cependant, certaines personnes le font par la violence. D'accord? Alors, laissez-moi vous donner une autre piste. Pourquoi la violence a-t-elle toujours existé parmi nous? Si je me sens insignifiant, et d'ailleurs, c'est encore plus puissant dans la plupart des cas chez les hommes à cause de la nature de la testostérone. La testostérone est une question de reconnaissance. C'est une question de domination, n'est-ce pas? Si je suis dans une communauté et que je circule dans ce quartier difficile, un milieu hostile, quelqu'un s'approche et me braque un pistolet sur la tempe. Je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Pourquoi? À quel point sont-ils sûrs de votre réaction avec un pistolet sur la tempe? Avant négligés, ils deviennent votre priorité absolue. Sur une échelle de 0 à 10, ils sont désormais la chose la plus importante au monde. D'ailleurs, chaque fois, c'est différent. Lorsqu'une croyance, une émotion ou un comportement répond à au moins 3 de ces 6 besoins, vous deviendrez accro à cette pensée ou à ce sentiment. Que cela soit quelque chose de positif ou de négatif, vous finirez par en devenir dépendant. Donc, la violence répond à ces 3 besoins, mais vous pouvez aussi obtenir de l'importance en rabaissant les autres. Alors pourquoi avons-nous tant de guerriers dans leur petite maison, tu sais, en train de faire leur petit signalement de vertu, de faire ce qu'ils font, parce qu'ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Et avant, je devais te confronter en face. Maintenant,
Je ne te confronte même plus. Je ne sais même pas qui je suis. Je peux dire toutes ces horreurs en restant chez moi et me sentir important. Parce que je te rabaisse, je deviens plus grand. Voilà pourquoi les réseaux sociaux sont terribles. Malgré leurs atouts, ils permettent à chacun de se sentir important, sans effort. Aucune conséquence. Si tu viens de me dire ça en face, tu vas en payer le prix d'une façon ou d'une autre, non? Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, le quatrième besoin, la connexion et l'amour. Tout le monde veut de l'amour. Certains préfèrent la simple connexion car l'amour passé fut trop douloureux. On peut l'obtenir en courant, en se sentant connecté à Dieu, à l'univers, à la nature ou par la prière. On peut l'obtenir en passant du temps avec des amis. On peut l'obtenir en faisant l'amour. Prenez un chien à défaut d'autre chose. Évitez les chats. Les chats s'en vont. Les chiens, 2 minutes, c'est comme 6 mois. Ils vous aiment. On ressent ce lien de 1000 façons, positives ou négatives. Certains se lient par leurs problèmes, comparant sans cesse leurs difficultés. 2 comparants, j'ai ça? Voici mon histoire. Ils débattent de leur importance et se lient par leurs soucis, n'est-ce pas? Donc, la plus grande drogue sur Terre, ce n'est pas la cocaïne, ce n'est pas le fentanyl, ce n'est pas la dope, ce sont les problèmes. Parce que la peur la plus profonde que tout le monde a, c'est de ne pas être assez. Notre peur la plus profonde est qu'en n'étant pas assez, on ne soit pas aimé. J'ai travaillé avec des rois, des gagnants d'Oscar et des scientifiques, et il y a toujours un moment où l'on craint de ne pas être assez intelligent, assez beau, assez riche, ou simplement pas assez pour ceux qui comptent le plus. Et c'est le pire sentiment au monde. Se sentir sans amour et sans valeur, c'est une mort intérieure. Alors les gens se créent une histoire, c'est juste à cause de ma dyslexie. Voilà pourquoi. Ou alors c'est parce que j'ai été violée, et peut-être qu'elles l'ont vraiment été. Je tuerai quiconque leur a fait du mal, mais ce n'est pas la cause de leur douleur actuelle. C'est parce qu'ils ont peur. Et donc, si vous avez un gros problème, c'est pour ça que je ne suis pas là où je voudrais être. Ce n'est pas que je sois indigne d'être aimé. Les gens créent des liens par leurs problèmes. Ces 4 besoins. Certitude. L'incertitude peut créer un conflit. Avez-vous déjà revu un film? Pourquoi faire cela? Nous sommes certains du bien fondé, espérant que ce soit toujours le cas. Une telle variété qu'on ne peut tout retenir pour redécouvrir cette diversité. On satisfait ainsi divers besoins par une seule activité. Certitude, incertitude, importance, vous êtes à Hollywood. Pourquoi les gens viennent-ils à Hollywood? Ils ignorent ce que c'est. S'ils le savaient, certains s'en éloigneraient. Ils recherchent la reconnaissance, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est l'amour, comme tout le monde. Mais tu sais quel est le problème? Ils pensent que s'ils sont importants, tout le monde va les aimer. Et j'ai ces clients, sans citer de noms, les plus grands noms d'Hollywood, les plus grandes stars du sport. Et tu sais quelle est leur principale préoccupation? Ils sont en colère. Pourquoi sont-ils en colère? Croyant qu'important, on les aimerait. Ils se disent, on me critique. On m'interrompt en plein dîner. Ils s'en foutent de moi. Ils veulent juste une photo. Et si je ne le fais pas, ils écrivent ça sur moi. Je croyais qu'en étant important, je serais aimé. Maintenant, je suis super important, mais pas aimé, je suis attaqué. Plus tu imposes ton importance à quelqu'un, moins il te rend important. Si tu aimes quelqu'un, il n'y a rien de plus important que ça. Le véritable amour n'est pas un échange, mais un don sans condition, un amour authentique. Alors, tu deviens important pour les gens. Mais c'est le premier défi dans cette communauté. Je suis attaqué. Tu es l'individu. Connecté, moi? Mais si je suis si connecté, qui suis-je? Et c'est ça la tension. Le secret réside dans les 2 derniers besoins. Ce sont des besoins spirituels, pas religieux. Nous devons tous grandir. Grandir, c'est être vivant. Sinon, on commence à mourir intérieurement. Et ce n'est pas ma règle. Tout dans l'univers grandit ou meurt, comme tu le sais bien. C'est la loi de l'univers. Si ta relation ne grandit pas, elle meurt. Ne te mens pas. Sans croissance, tu es un homme d'affaires. Tu le sais. Elle ne grandit pas, meurt. Agis maintenant, non? Nous grandissons pour enfin avoir quelque chose à donner. C'est là le sens de la vie. Quand je grandis, j'ai plus à offrir. Et si je peux offrir cela à quelqu'un, alors ma vie a plus de sens que le simple plaisir d'avoir la machine qui, tu sais, me procure du plaisir à certains endroits de mon corps et me nourrit. Et toutes les choses dont tu as parlé. Si tu vas à Vegas et que tu tires sur, tu sais, cette petite machine à sous et que tu obtiens boum 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 des barres, quelle est ta réaction? Ce film a changé les gens, les a réveillés, a apporté des ressources, a créé un véritable changement. Je pense que la quête de sens chez l'homme peut faire la même chose. Mais dans ces endroits, il s'habitue à la douleur. On s'habitue à la douleur ou au plaisir. Il faut donc évoluer. En évoluant, on entre dans ce cycle. On se sent plus vivant. On partage et on trouve du sens. C'est comme un cercle vertueux et la vie devient de mieux en mieux.
D'abord, parlons de l'erreur que la majorité des gens commettent. Dans Libre Entreprise, des jeunes pensent que le communisme est génial. Je suis allé en URSS à cette époque. J'avais 24 ans. J'ai été invité là-bas pour mon expérience de la marche sur le feu. J'ai pris un train aller-retour Moscou-Sibérie en 2 semaines. Dans le train, on nous servait tous du caviar et des repas incroyables, tout comme à tous les Russes dans l'avion, n'est-ce pas? On est censé être tous égaux, non? C'est censé être ça, le communisme. Tout est juste pour tout le monde. Dans chaque petite ville. On s'arrêtait sur la place principale où ils nous attendaient déjà. Sur 400 mètres, des gens attendaient dans le froid pour un litre de lait. Je suis parti de là et suis devenu capitaliste. Ignorant ce qu'était un capitaliste, je savais que je n'étais pas communiste. Les gens de notre pays adhèrent à la libre entreprise, mais ne la comprennent pas. Alors, quelle est leur erreur? Consommateurs non propriétaires. En société marchande, on forme enfants et adultes à consommer. Je vais donc vous donner un exemple simple. Je donnais un exemple à un jeune l'autre jour. Alors, j'ai fait les calculs. J'ai fait les calculs pour le coût de chaque iPhone et j'ai tout additionné. Si vous aviez acheté chaque modèle au prix de détail, cela coûterait 22 000 $ et quelques centimes. Si vous aviez plutôt investi cette somme dans l'action pour le même montant, le jour même de la sortie du produit. Actionable. 326 000 $ actuellement. Au lieu de 22 000 $, vous en avez 326. Si vous utilisez un iPhone, pourquoi ne pas posséder l'entreprise? On n'apprend pas à penser ainsi. Ils voient le communisme en solution sans en saisir le sens ni la portée. Donc, il faut devenir propriétaire. C'est ce que vous devez faire. En interviewant ces personnes, j'ai noté 4 points communs. Le premier, c'était leur concentration. Qu'ils soient traders macro, investisseurs axés sur la valeur, ou peu importe leur style. Les 4 points communs qu'ils partageaient, ou fondamentaux. D'abord, ils étaient tous concentrés sur le fait de ne pas perdre d'argent. La plupart des gens cherchent à gagner de l'argent. Mais la raison est qu'ils savent que si vous investissez 100 000 $ et perdez 50%, quel rendement faut-il pour retrouver votre mise? Et les gens vont répondre 50%. Non, il faut faire 100%. Comment font-ils? Ils le font grâce à l'allocation d'actifs, n'est-ce pas? Chacun a sa stratégie d'allocation pour ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Souvent, beaucoup misent tout dans leur entreprise ou leur maison, n'est-ce pas? Ils savent que c'est le baiser de la mort. Ils répartissent donc leurs actifs entre un environnement sécurisé, comme un pécule de sûreté, et une partie plus risquée. J'ai étudié et enseigné leurs différentes options. Lu dans ton livre La plus précieuse, le rapport risque-rendement asymétrique. Toute leur attention n'est pas portée sur la prise de risque. Seuls quelques-uns le font. Vous pensez être milliardaire pour avoir pris des risques énormes, n'est-ce pas? Certains le font, mais ne restent pas milliardaires. Comment? Ils cherchent le risque minimal pour un gain maximal. Paul Tudor Jones visait du 5 pour 1. Si je risque $1, je veux être certain d'en gagner 5. La plupart des gens pensent normalement comme moi avant à 12, 15 ou 20% de rendement, non? Mais voici comment ça fonctionne. Risquer $1 pour en gagner 5. Si j'échoue, je perds 1. Risquer $1 pour en gagner 4. 4 erreurs sur 5 passent. C'est ainsi qu'ils deviennent milliardaires par la symétrie. Je parlais à un monsieur qui, en 2008, il a pris 25 millions de $ et les a transformés en 2 milliards pendant la pire période économique. Il avait anticipé ce qui allait se passer avec l'immobilier. On pensait que ça monterait encore. Il a utilisé des paris synthétiques et a parié contre, gagnant ainsi 2 milliards de $. Brillant, vraiment brillant. Je lui ai demandé, que manque-t-il aux investisseurs? Les plus intelligents sont souvent les pires investisseurs car ils cherchent la certitude absolue. Ils veulent tout savoir, mais alors l'opportunité est déjà passée. Pour lui, la clé reste le risque-récompense asymétrique. Il a dit qu'il avait risqué 6 centimes pour chaque dollar. Il aurait pu se tromper une douzaine de fois, mais ce n'est pas arrivé. Exactement. Quatrièmement, l'évidence, c'est la diversification. Mais c'est la vraie clé. L'une des questions que je lui ai posées, c'était « Quel est le principe d'investissement le plus important ?» Tu es le Da Vinci de l'investissement. Personne n'a gagné plus d'argent que toi ici. Alors j'ai demandé « Lequel ?» Il doit y en avoir un. Et il me dit « Tony, il y en a un. » Il dit « J'ai mis 9 ans à l'affiner et c'est très simple.
Donc le saint graal de l'investissement, c'est de trouver 8 à 12 investissements non corrélés en lesquels tu crois vraiment. Avec 8 à 12, tu réduis ton risque de 80% sans sacrifier tes gains et tu les améliores même légèrement. C'est difficile aujourd'hui car trop de marchés sont liés, ce qui veut dire que, en période de croissance, on investit dans les actions. Les obligations te protègent quand le marché baisse. En cas de crise comme en 2008 ou 2020, les deux chutent simultanément. Mais personne n'en parle. Ils disent « Oh, c'est bizarre ». La seule solution est d'utiliser le capital et le crédit privé. L'immobilier privé, il faut diversifier au-delà des actions et des obligations à travers différentes industries et secteurs. Pensez-y, ça va te sidérer. Le capital investissement privé, le capital investissement de base, j'ai sondé 12 leaders mondiaux. Le private equity a surpassé tous les marchés boursiers en 40 ans. Chaque marché boursier du monde, chaque année, pendant 40 ans. Maintenant, tu n'as pas une liquidité totale. C'est ce que tu sacrifies, mais tes rendements sont ailleurs. Vente inutile en crise. Ils en profitent. Ce sont les plus intelligents. Ils ne visent pas que l'alpha. Ils créent de la valeur, n'est-ce pas? Ils acquièrent une société, y intègrent l'IA, recrutent, puis l'entrent en bourse. Souvent, ils la vendent au privé. On compte moins d'entreprises cotées en bourse qu'avant. Alors j'ai fait des recherches et c'était fantastique. Graine, la performance moyenne du S&P sur 39 ans était de 9%. Beau retour. Si vous investissez 1 million de dollars, vous aurez 28 millions de dollars 39 ans plus tard, sans rien faire. Mais si on l'intègre dans le capital investissement de base, celui-ci représente en moyenne 15,7%. Imaginez la différence si vous cumuliez ces intérêts chaque année. Quoi? Elle vaut maintenant 328 millions de dollars. C'est la différence pour un même investissement en public et en privé. Il s'agit donc de faire 8 à 12 investissements non corrélés ou plus pour réduire votre risque de 80%. On obtient ainsi un meilleur rendement. Et comme la plupart des gens sont à la traîne, pourquoi l'université et un professeur qui n'a jamais rien accompli? Je peux voir 50 des personnes les plus intelligentes au monde ou en private equity, 13 des plus performants de l'histoire. C'est ça. Reconnaître, utiliser et créer des schémas. Sans un apprentissage rapide aujourd'hui, vous manquez une vie extraordinaire. Le temps file quand on s'amuse, mais s'éternise quand on déteste ça. Car l'immersion vaut des années d'expérience et te place au sommet de tes capacités. Donc tu t'en souviens parce que c'est ancré en toi, comme le 11 septembre contrairement au 11 août. Donc je vis ça. L'autre chose que je fais, c'est capturer mes pensées avec l'IA. J'ai toujours tenu des journaux, comme toi, mais j'y travaille encore et je nourris mon IA des principes que je veux retenir. Et je crée des structures pour évaluer ces choses-là. Je ne pense pas que quoi que ce soit dans l'univers, je sais que rien dans l'univers ne se détruit jamais. Ça change de forme. À quoi cela ressemble-t-il? Est-ce que j'aurai une conscience comme celle que j'ai maintenant? J'ignore la réponse. Je veux juste vivre pleinement ici, et quoi qu'il arrive ensuite, j'aviserai alors.